Après presque 2 ans et demi de pandémie de Covid-19, l'attention a été fortement portée sur les vaccins et leurs effets. Mais un sujet un peu moins médiatisé semble aussi faire le chou gras du business complotiste et des charlatans. Je veux parler du Covid long. À l'image de ses cousins, les syndromes post-infectieux, le Covid long est un spectre de symptômes persistants ou apparaissant après une infection par le SARS-CoV-2. Le problème avec ce Covid long, c'est qu'il reste encore mal défini, laissant un grand nombre de patients dans l'errance et l'embarras. Il n'existe, à la date de la publication de cette vidéo, aucun traitement efficace contre le Covid long. Et pour cause, on ne comprend pas encore vraiment avec certitude comment ces symptômes apparaissent et s'ils sont en lien direct avec le virus. Les syndromes post-infectieux, ils existent, on le sait depuis longtemps et c'est d'ailleurs à chaque fois la même problématique. Pour la grippe, Ebola, les arboviroses, on ne sait pas vraiment ce qui cause la persistance de ces symptômes et personne n'a vraiment de traitement validé à proposer. Repensons un instant à Bernard de Fontenelle et sa dent en or. Assurons-nous bien du fait avant d'en expliquer la cause. Assurons-nous bien que ce que nous cherchons à traiter existe sur le plan scientifique avant de proposer un traitement révolutionnaire. Récemment, la blogueuse Tatiana Ventose a réalisé une vidéo sur le traitement miracle contre le Covid long. Elle y fait l'apologie de pratiques dangereuses et potentiellement charlatanesques dans la forme. Cette vidéo, on l'a commentée sur les réseaux sociaux et un excellent debunk factuel a été fait par Fantine sur sa chaîne Fantine et Hippocrate. On vous la partage ici en fiche et en bas dans la description. Allez la voir et abonnez-vous à sa chaîne. Même si la vidéo de Madame Ventose est inadmissible et dangereuse, elle nous a permis de nous intéresser plus particulièrement à ce traitement et à ses bases scientifiques, et à celui qui en fait la promotion via sa société, le docteur Bruce K. Patterson et la société IncelDx. Pour cette vidéo, je vais être aidé d'une charmante blonde. Salut. Attends, elle est où la jolie blonde là? Ben c'est moi, et je te rappelle que t'as 6000 abonnés, alors sois pas trop exigeant. Ouais, bon ok, du coup on sera aidé de l'excellent et non moins sulfureux Alexander Samuel, un docteur en biologie et lanceur d'alerte, pour vous livrer une enquête sur le business juteux et frauduleux du docteur Patterson. Faisons un point sur le Covid long d'abord. Le Covid long, ou les Covid longs, devrais-je dire, c'est l'ensemble des symptômes qui vont persister dans le temps après la résolution de la phase aiguë de l'infection Covid. Plus généralement, on parle de syndrome post-viral pour les virus, et encore plus généralement de syndrome post-infectieux si cela concerne des bactéries ou des parasites. La persistance de symptômes post-infection est quelque chose de rare, mais de connu. Cela se voit dans les infections grippales, les infections par le virus de la dengue, virus Ebola, mais aussi par des bactéries, après l'infection par l'agent de la fièvre Q, Coxiella burnetii, et dans la maladie de Lyme. Le problème de ces syndromes, c'est qu'il existe un certain nombre de symptômes à la fois subjectifs, comme la fatigue, et objectifs, comme des perturbations biologiques, et qu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui est effectivement induit par l'agent infectieux et la réaction qu'il a provoquée, et ce qui est perçu par l'individu et qui n'a rien à voir avec l'infection. Comme ces syndromes sont controversés, la recherche sur le sujet est plutôt lacunaire, et peu de ressources thérapeutiques sont proposées, laissant la porte grande ouverte aux marchands de vérité et aux diseurs de bonne aventure. En ce qui concerne le Covid long, il existe plusieurs pistes de travail sur son origine. Une persistance virale, un trigger d'auto-immunité, une immunodépression persistante, une inflammation à bas bruit, toutes sont très intéressantes, mais à ce jour, seule la piste inflammatoire semble avoir été reproduite chez l'animal, mais sans que nous puissions pour autant avoir la certitude qu'elle explique tous les symptômes. Je vous mets l'article en description. Il semble donc urgent de définir ce qu'est un ou des Covid longs. En tout cas, les symptômes qui révèlent vraiment d'une atteinte organique liée au Covid. En effet, un certain nombre de symptômes pourraient être uniquement liés à une perception que se fait l'individu, et ces symptômes seront donc fortement accessibles au pouvoir de la suggestion et de l'effet placebo. Mais surtout, la détresse dans laquelle les patients atteints des symptômes persistants sont actuellement laisse la porte grande ouverte aux pratiques douteuses et aux vendeurs de miracles comme le bon docteur Patterson. Mais du coup, Alex, c'est qui ce docteur Patterson ? Selon le site d'IncelDx et Covid Long Haulers, c'est la même description, le docteur Patterson est un anatomopathologiste qui a beaucoup travaillé sur le virus du sida. Il est l'auteur de 92 publications référencées sur la plateforme PubMed, une partie en rapport avec ses activités de recherche sur le VIH, et plus récemment, en rapport avec ce que vend la société IncelDx, du diagnostic moléculaire et cellulaire. Concernant le Covid, il est co-auteur de 7 publications, dont aucune dans un journal majeur. Il est quand même le premier auteur d'un papier sur le VIH
dans Science en 1993 et il a été professeur associé à la prestigieuse université de Stanford en Californie où il a publié de nombreuses études autour du VIH et il a créé la société IncelDx en 2009. IncelDx, c'est une entreprise de diagnostic moléculaire qui s'appuie sur une technique innovante de diagnostic intracellulaire. Il s'agit essentiellement d'une application destinée à la cancérologie, mais récemment, l'entreprise s'intéresse au Covid-19, comme cela est précisé sur leur site internet. Dans la liste de leurs produits sur le site, on ne retrouve cependant pas de produits en lien direct avec la Covid-19. Il semble donc étonnant que cette entreprise s'intéresse au Covid long. En effet, sur la page dédiée au Covid de leur site internet, on voit deux choses. Une vidéo de Fox Business parlant du traitement expérimental par leronlimab, un anti-HIV produit et délivré par la société Cytodine, on y reviendra un peu plus tard, et on trouve également quelques références bibliographiques, mais rien de précis sur un quelconque protocole. Alors d'où vient l'intérêt de Bruce Patterson pour le Covid long ? Pour le savoir, il faut s'intéresser au site covidlonghaulers.com. En parcourant ce site, on peut voir plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, l'équipe médicale est constituée du Dr Patterson, du Dr Purvi Parikh, et du Dr Ram Yogandra, appelé sur les réseaux le Dr Yo. On notera ce petit disclaimer en bas de page que je trouve particulièrement cocasse. Ils indiquent utiliser des traitements que la FDA a autorisés dans le cadre d'autres pathologies, mais qui ne sont pas approuvés pour le Covid long. Ce traitement est donc considéré comme expérimental et son suivi doit être supervisé par un médecin. Ensuite, la méthode. On remplit un formulaire pour aller faire un test dans un laboratoire d'analyse. Juste pour le test, j'ai payé 340 €. On reçoit les résultats quelques jours après. On discute d'un éventuel traitement avec un médecin. À la suite de quoi, j'ai vu le docteur Yogendra. Bon, 200 $ la consulte. Et on ressort avec un cocktail de médicaments à prendre. Souvent, on le verra, une molécule qui va agir sur la voie CCL5-CCR5. Le fameux Maraviroc. À 700 € la boîte pour un mois. Et d'autres molécules comme des médicaments anticholestérol ou antihistaminiques. La clinique nous indique que le traitement est personnalisé, mais en regardant l'expérience de Tatiana Ventose ou d'autres personnes, il semblerait que le traitement soit quand même toujours un peu le même. À savoir, une base de Maraviroc, un anti-HIV qui agit sur la voie du CCR5, aux lourds effets indésirables, plus une statine, un traitement anticholestérol qui n'a pas réellement montré d'intérêt pour le Covid-19. On y associe des traitements non éprouvés comme ivermectine, fluvoxamine ou même cyclosporine. Mais Nance, tu peux nous en dire un peu plus sur la méthode révolutionnaire d'IncelDx ? Le principe que Patterson décrit paraît logique et cohérent. Le processus semble avoir des bases théoriques intéressantes. Il s'agirait d'analyser les différents marqueurs du système immunitaire dans le sang de personnes se plaignant d'avoir des symptômes d'un Covid long et de les comparer à ceux qui ne disent pas en souffrir. On va utiliser des technologies informatiques modernes, de machine learning, en espérant ainsi trouver des différences entre des personnes souffrant du Covid long, des personnes remises de Covid et de Covid long, et des personnes sans symptômes. Intéressons-nous donc à la science derrière la méthode Patterson. Et là, désolé de vous décevoir, mais les preuves sont faibles, genre très faibles, voire même carrément inexistantes. Le docteur Patterson nous vend une méthode de diagnostic clé en main qui permet d'adapter le traitement à chaque personne. Ce test diagnostique, c'est un test biologique du taux de 14 cytokines dans votre sang. Alors une cytokine, c'est une petite molécule sécrétée par nos cellules du système immunitaire pour dialoguer entre elles. Il existe des centaines de cytokines et leur biologie est un pan très complexe de la santé et de la physiologie. On en parle d'ailleurs dans notre vidéo sur le système immunitaire, si vous voulez aller la voir, elle est juste ici en fiche et en bas dans la description. Alors en bref, certaines cytokines vont permettre d'augmenter l'inflammation, de recruter des cellules inflammatoires, de permettre la différenciation de ces cellules et de guider leur action. Et d'autres, à contrario, elles vont avoir un effet de modulation pour limiter ou restreindre notre système immunitaire. Le panel de cytokines est un outil qui est souvent utilisé en recherche fondamentale, mais jusqu'à présent, aucun panel n'a montré une réelle utilité dans un diagnostic, le guidage d'un traitement ou le pronostic de maladies infectieuses ou inflammatoires. Alors le docteur Patterson nous propose 14 cytokines que je vais vous lister ici juste par nécessité d'exhaustivité. On a le TNF-alpha, l'IL4, l'IL13, l'IL2, le GM-CSF, le SCD40L, le CCL5 ou RANTES, on y reviendra, le CCL3, l'IL6, l'IL10, l'interféron gamma, le VEGF, l'IL8 et le CCL4. On va retrouver dans ce panel un peu de tout, des cytokines qui sont impliquées dans la réponse inflammatoire de type 1 comme le TNF-alpha, de type 2 comme l'IL4 et l'IL13 et des cytokines anti-inflammatoires comme l'IL10. On va aussi retrouver des cytokines impliquées dans le processus d'athérosclérose et de thrombose comme le CCL5. Si vous tapez le nom de chacune de ces cytokines plus le mot Covid dans Google, vous allez trouver tout un tas de résultats. L'approche du docteur Patterson est donc d'identifier
une signature cytokinique du Covid long, ce qui est en soi une idée intéressante, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Mais pour valider une approche diagnostique, vous avez besoin de 2 étapes. La première, c'est la construction de votre test. Sur quelle cohorte voulez-vous le tester? Quels sont les éléments que vous allez intégrer dans votre test? Que ce soit biologique, un questionnaire, une imagerie, une radio, par exemple. Et enfin, quelle méthode statistique allez-vous utiliser pour tester les performances de votre nouveau test? Si votre test il est efficace selon vos critères, alors vous avez obtenu ce que l'on appelle une validation interne de celui-ci. C'est-à-dire que votre test a des performances correctes dans votre population sélectionnée. Mais c'est pas suffisant. La deuxième étape pour valider votre test, c'est que vous devez l'utiliser dans une cohorte qui n'est pas celle que vous avez utilisée pour le fabriquer. Et ce, afin de tester sa validité externe, sa capacité à réussir la mission que vous lui avez donnée. Cette deuxième étape, elle est essentielle pour pouvoir valider correctement votre test, car si la population utilisée pour la fabrication du test elle est mauvaise, trop particulière, ou alors que votre méthode statistique d'élaboration du test est inadaptée, les performances de votre test peuvent s'avérer moins bonnes, voire carrément inutiles. Ici, le docteur Patterson et son équipe nous proposent 2 études sur le sujet. Avant de rentrer dans ces études, je vais d'abord me permettre une petite précision. Sur ces 2 études, l'une d'elles est un préprint, c'est-à-dire un manuscrit de recherche qui n'a pas été soumis à la critique de la communauté scientifique pour publication, ce qu'on appelle le peer review ou la revue par les pairs en français. Tout le monde peut écrire et partager des préprints, c'est pas du tout un gage de sérieux. Au contraire, si un préprint n'a pas été publié dans les mois qui suivent sa diffusion, alors soit l'étude elle est trop mauvaise pour être publiée, soit l'auteur ne l'a jamais envoyé pour revue, ce qui est plutôt un acte de mauvaise foi et rarement bon signe, disons-le. Bon, reprenons ces 2 études. La première, qui est publiée dans le journal Frontiers in Immunology, en juin 2021, le docteur Patterson et son équipe ont proposé de mettre au point la prédiction de la gravité du Covid et la prédiction du Covid long grâce à une technique qui s'appelle le machine learning. Mais c'est quoi le machine learning? Et bien pour ça, on va demander à Mathieu Mulot, qui est biostatisticien, spécialiste du data management et animateur de la chaîne YouTube et du blog Le Biostatisticien. Bon, le machine learning, c'est tout bête. On donne des données à l'ordinateur pour qu'il apprenne tout seul à prendre des décisions. Par exemple, on pourrait montrer à l'ordinateur plein de photos de fruits, en lui disant à chaque fois si le fruit il est pourri ou pas. Et en utilisant un algorithme qu'on a choisi, l'ordinateur apprendrait tout seul à reconnaître les fruits pourris. Le problème, c'est qu'on a très peu de contrôle sur la façon dont la machine décide des critères pertinents pour faire son choix. Par exemple, imaginons que dans les photos qu'on a montrées à notre machine pour lui apprendre à reconnaître les fruits pourris, on a un petit biais, c'est qu'il y a davantage de poires dans le groupe pourri, et quasiment aucune poire dans le groupe comestible. Si la machine rencontre dans le futur une poire comestible, eh bien, si elle a basé son choix de classement sur la couleur et la texture du fruit, il y a des chances qu'elle classe la poire comme comestible, qu'elle la classe correctement comme comestible. Si par contre elle ajoutait un critère de forme, eh bien il y a de fortes chances qu'elle classe la poire comestible comme pourrie, puisque, quand elle a appris, tous les fruits qu'elle a vus avec cette forme de poire étaient pourris. Donc voilà, le machine learning c'est une espèce de boîte noire qui permet à l'ordinateur de prendre des décisions, et c'est très pratique si on essaie de faire du curve fitting et qu'on s'en fiche un peu de comprendre tous les critères de décision. Par contre, ça permet pas de faire des tests d'hypothèse et de tester par exemple quel critère est associé à telle classe. Or ça, c'est précisément ce qu'on veut faire dans la recherche et je vais revenir là-dessus plus tard. Dans le papier publié dans Frontiers, les auteurs ils ont une approche qui est a priori pas bête. Ils utilisent un algorithme de machine learning classique qu'on appelle les random forest pour essayer d'apprendre à la machine à classer les malades dans le bon groupe, donc Covid sévère, léger, Covid long, etc., en fonction de la concentration sanguine de 14 cytokines. Ensuite, ils ont calculé l'importance des variables dans la prédiction. C'est-à-dire qu'ils ont analysé le modèle pour savoir quelles cytokines l'ordinateur utilise pour classer les malades. C'est une approche qui permet de faire un petit peu de la sélection de variables, et en gros, ça se tient. Enfin, en théorie du moins, ça se tient. Parce que dans la pratique, il y a des problèmes. Déjà, leur cohorte, elle est beaucoup trop petite. Il y a 224 patients en tout, dont 29 sains, 26 avec un Covid léger, 48 avec un Covid sévère et 121 avec un Covid long. 224 c'est trop peu pour faire du machine learning sur 4 classes, surtout avec 14 variables d'entrée. En plus, les groupes ils sont super pas équilibrés et ça pose des problèmes. Alors pour surmonter ce problème, ils ont utilisé un algorithme de suréchantillonnage, SMOT, qui permet de faire artificiellement gonfler les effectifs des petits groupes. Alors c'est une approche qui est efficace d'un point de vue machine learning, mais c'est une approche qui ne permet pas de corriger les erreurs dues à un faible échantillonnage. Parce que plus le groupe de personnes il est petit,
moins il a de chances d'être représentatif de la population dont il est tiré. Par exemple, la taille moyenne des hommes en France, c'est 1,78 m. Si vous prenez 2 personnes au pif dans la rue, il y a très peu de chances que la moyenne de leur taille fasse pile poil 1,78 m. Par contre, si vous prenez une cohorte de 4000 hommes, vous allez probablement trouver une taille moyenne assez proche de 1,78 m. Cette taille d'échantillon, c'est un truc super important en statistique parce que ça rentre en jeu dans le calcul de la fameuse p-value. En gros, plus votre échantillon il est grand, moins vous avez de chances que le résultat que vous obtenez soit dû au hasard de l'échantillonnage. Donc je résume. Ils ont fait une random forest pour classer les malades en Covid long pas long en fonction des concentrations en cytokines, et ensuite ils ont identifié quelle cytokine était importante pour la random forest, et puis là d'un coup ils font un truc magique, un truc fantastique, ils sélectionnent ces variables, donc ces cytokines importantes, et puis ils inventent des combinaisons de concentration de ces cytokines pour fabriquer des scores, donc des scores qui leur permettent de distinguer les Covid longs des autres patients. Et là ils déterminent un seuil de ce score à la main pour les classer, ça sort de nulle part, c'est fabuleux. Et moi ce qui me fait tiquer en tant que stateur à ce moment-là, c'est que il existe des techniques assez classiques en statistique qui permettent d'arriver sensiblement au même résultat. Donc on aurait pu tester statistiquement s'il y avait des profils cytokiniques différents en fonction du groupe auquel appartiennent les patients. En fait, ils auraient dû faire ça. Ils auraient pu le faire, mais surtout ils auraient dû faire cette approche. Seulement, ces tests statistiques, ils ont un très gros défaut. Ils ont un très gros défaut qui est qu'ils renvoient une p-value. Et la p-value, pratiquement, ça vous permet de dire si vous pouvez conclure un truc ou pas avec vos données. Et vu le nombre de catégories, le nombre de variables et les faibles effectifs, ces analyses auraient très vraisemblablement été non significatives. J'ai voulu les refaire moi ces analyses, mais les données n'étaient pas disponibles avec le papier. Et donc en gros, s'ils avaient fait des statistiques classiques, fréquentistes, sur leurs données, la seule conclusion qu'ils auraient pu avoir, c'est « notre cohorte est trop petite pour tester notre hypothèse, nous ne pouvons pas conclure ». Là, en utilisant du machine learning, ils produisent un résultat qui ne s'évalue que sur sa performance, parce que c'est comme ça qu'on évalue les algorithmes de machine learning. Et puis, un algorithme de machine learning bien paramétré, il est toujours assez performant, même si les données d'entrée ne sont pas top. Et ils font ça sans jamais se soucier du fait que potentiellement leurs données ne sont pas représentatives des populations de patients qu'elles sont censées représenter. Vous vous rappelez le coup de la poire au début? Et bien là c'est pareil, on n'a aucune description de la cohorte d'études en termes de pathologie. Et si ça se trouve, tous les patients du groupe Covid long sont diabétiques, et le machine learning a en fait réussi à repérer les profils cytokiniques des diabétiques, et pas du tout ceux des Covid longs. On n'a aucun moyen de savoir. Bref, on a une cohorte pas décrite, avec des effectifs trop petits, des classes qui sont pas équilibrées, et avec tout ça on peut pas avoir des résultats significatifs en fait. Mais on fait du machine learning, ça marche à peu près, on sait pas pourquoi, et on conclut des choses qu'on n'aurait pas pu conclure avec une approche statistique plus standarde, mais rigoureuse. Donc ça c'était le premier article, maintenant on va parler du deuxième article. En fait non, on va même pas en parler parce que c'est en gros les mêmes problèmes, en pire, et le papier il est même pas relu par les pairs. Voilà. Merci Mathieu, je crois que c'est très clair comme ça, on a tous bien compris ce qu'était le machine learning. Alors dans cette étude, on trouve 224 individus, ce qui est assez faible pour du machine learning, comme vient de vous l'expliquer Mathieu. Surtout que les échantillons étaient de moins de 30 individus dans certains groupes. L'étude, elle a trié des patients selon leur taux de certaines cytokines, taux qui est par défaut quand même assez variable. Il aurait été intéressant de tester un autre jeu de données, voir si ce seraient les mêmes cytokines avec les mêmes formules qui auraient donc entraîné le tri entre Covid sévère, normal ou modéré, groupe contrôle ou Covid long. En l'état, il s'agit d'un tri fait sur 224 individus testés, sans aucune validation réelle derrière. La deuxième étude est donc un préprint d'avril 2022, où il a été fait le même travail, mais cette fois-ci avec d'autres pathologies dont le choix est pour le moins étonnant. On va retrouver le Covid long, le Lyme chronique, le syndrome pseudo-Covid long post-vaccination et le controversé myalgique encéphalomyélitis chronique fatigue syndrome, ou en français ce qu'on appelle l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique. Alors étonnamment, ce sont toutes des pathologies dont les causes ne sont pas encore établies avec certitude et dont le diagnostic est toujours difficile, et c'est un diagnostic qu'on appelle d'exclusion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé toutes les autres pathologies, on va penser à celle-ci, et éliminer toutes les autres pathologies, c'est quand même difficile. Et ces maladies n'ont pas de traitement validé. Ces pathologies, elles sont cependant toutes largement évoquées par de nombreux médecins alternatifs et docteurs en tout genre qui vous vendent un remède miracle sans base scientifique. Une coïncidence? À vous d'en juger. Mais alors qu'est-ce qu'ils disent préprint? Eh bien déjà, on retrouve la même problématique que dans la première étude, c'est-à-dire du machine learning avec des petits effectifs
et un manque de cohortes de validation externe. Mais au-delà des résultats, je m'interroge sur l'objectif caché derrière cette étude, cette deuxième étude. Notamment quand on y lit ce genre d'allégations. L'identification de ces cytokines invoque la possibilité que les profils immunitaires du syndrome post-vaccination et du Lyme chronique ont des similitudes. Alors pour moi, ça ressemble à du science washing, c'est-à-dire marketer un traitement unique qui pourra donc traiter à la fois le Covid long, le syndrome post-vaccination, le Lyme chronique et pourquoi pas ensuite le syndrome de fatigue chronique, les fibromyalgies. Et un autre point qui me chiffonne, c'est de vouloir absolument identifier un syndrome post-vaccination. Alors que cette entité, son existence en elle-même, elle est très controversée. Alors attention, loin de moi l'idée de dire qu'il n'est pas théoriquement possible qu'il existe un syndrome post-vaccination, mais force est de constater que rien à ce jour ne permet de l'affirmer avec certitude, et que bien que bon nombre d'hypothèses soient à l'étude, rien n'est encore sûr. Donc affirmer que cela existe me paraît quand même présomptueux et me rappelle encore une fois l'histoire de la dent en or de Bernard de Fontenelle. Alors, hormis ces deux études, on ne retrouve rien d'autre sur ce fameux panel de cytokines. Pas vraiment de cohorte de validation. Quand on retrace même l'origine de ce panel, on va trouver une autre publication de Patterson, mais dans cette publication, c'est pas 14, mais 48 cytokines qui ont été dosées. Et rien dans cet article ne justifie la sélection des 14 cytokines utilisées par la suite. Alors ici, vous voyez bien que ce test, il est loin d'être fiable pour faire le diagnostic de Covid long et pour guider un traitement. On le verra plus tard, en fait, les résultats n'étaient pas vraiment très importants pour le docteur Patterson parce qu'il avait déjà prévu de commercialiser son test avant même d'avoir les résultats. Mais c'est pas tout. Le docteur Patterson, il affirme également dans de nombreuses de ses interventions, et comme le prétend Tatiana Ventose dans sa vidéo, avoir trouvé le mécanisme du Covid long. Mais qu'en est-il vraiment? On va regarder ça de plus près. Il nous propose sur le sujet 2 publications. Alors une telle découverte, de vous à moi, si elle est bien documentée, ça finit dans Nature ou Science, mais ici on a encore le droit au journal Frontiers in Immunology, qui semble être le journal de prédilection de notre ami Patterson. Alors avant de rentrer dans le vif des études, je vais rapidement essayer de vous expliquer pourquoi il choisit de publier dans ce journal. Le journal Frontiers in Immunology, c'est pas en soi un mauvais journal. Mais le groupe Frontiers Media, comme le groupe MDPI d'ailleurs, sont 2 maisons d'édition au business plan assez redoutable. Les frais de publication sont élevés et la qualité de la revue par les pairs, elle est assez aléatoire selon les journaux. En 2015 même, le groupe Frontiers a même été considéré comme une pépinière de revues prédatrices, qui ne sont en fait là que pour gagner de l'argent et pas vraiment pour publier de la science de qualité. Bien que Frontiers in Immunology soit un journal qui soit revu par les pairs, cela ne signifie pas forcément que la revue est toujours de grande qualité. Regardons d'abord cette étude qui est sortie en janvier de cette année 2022. Dans ce papier, Patterson affirme qu'une certaine population de monocytes, qui sont des cellules du système immunitaire impliquées dans l'immunité qu'on dit innée, portent de façon persistante la protéine S1, issue de la protéine spike du Covid, chez les patients atteints de Covid long. Dans cette étude, il regarde les différents types de monocytes présents chez les patients présentant un Covid sévère et un Covid long. On a donc 11 patients avec un Covid sévère, 26 avec un Covid long comparé à 8 patients contrôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Covid ni sévère ni long. Mais il y a déjà un problème. Dans le paragraphe méthode, les auteurs parlent de 144 patients répartis comme tels. 29 contrôles, 26 Covid modérés, 25 sévères et 64 Covid long. Pourquoi se retrouve-t-on donc avec seulement 8 contrôles, 11 patients sévères et 26 Covid long? Qui sont ces patients? Quelles sont leurs pathologies associées, ce qu'on appelle les comorbidités? Est-ce qu'ils ont des pathologies qui pourraient expliquer en partie les résultats observés? Bah oui, parce que les résultats, ils montrent une quantité significative de monocytes qui portent le marquage CD16 chez les patients qui présentent un Covid long, avec une grosse hétérogénéité dans les données. On a quand même l'impression que les 8 contrôles de cette étude ont été sélectionnés pour aller un petit peu dans le sens des données. En effet, on ne retrouve pas beaucoup d'hétérogénéité dans le groupe contrôle par rapport aux 2 autres. Mais la critique majeure de ces résultats est surtout que ces monocytes qui portent le marquage CD16, qui sont dits monocytes non classiques, sont aussi élevés dans d'autres pathologies, comme le soulignent les auteurs eux-mêmes. Des pathologies comme le lupus, ou la polyarthrite rhumatoïde par exemple, des pathologies dont les symptômes peuvent se rapprocher de ce que décrivent les patients qui ont un Covid long. Or ici, on ne sait pas qui sont ces 26 patients triés pour cette étude, et si oui ou non, ils ont été testés pour d'autres pathologies. C'est quand même un biais majeur, parce que l'élévation de ces monocytes particuliers pourrait donc être très bien liée à une autre pathologie surreprésentée chez les patients qui sont étiquetés Covid long. Il manque pas mal de contrôles pour affirmer qu'il existe bel et bien des monocytes particuliers qui portent encore la protéine spike dans les Covid longs.
En tout cas, cette étude, elle est loin de le prouver par les expériences qu'elle propose. Et pour aller un peu plus loin, la simple présence de ces cellules n'est pas suffisante pour les incriminer dans un quelconque mécanisme pathologique. Pour cela, il faudrait prouver que ces cellules particulières sont responsables de lésions. D'effets sur des cellules en culture, par exemple, comme ça a été fait dans cette publication sur l'implication de ces monocytes particuliers dans la fibrose hépatique, ou au contraire, prouver qu'en l'absence de ces cellules, la maladie ne se développe pas, comme c'est fait dans cette publication qui utilise des souris génétiquement modifiées pour ne pas exprimer ces monocytes. Or, on ne retrouve pas ce type d'expérience dans ce papier. Donc sa pertinence, au vu des nombreux biais et du manque d'expérience de validation, est malheureusement proche de zéro. Concernant l'autre article, il s'agit d'une étude d'un seul patient présentant une persistance de la positivité de l'ARN viral jusqu'à 87 jours après l'infection par le virus. Alors ce patient, quand on lit l'étude, il est insuffisant rénal chronique. Et ça tombe bien, je connais pas trop mal ces patients. Eh bien, figurez-vous que chez les patients en insuffisance rénale chronique et surtout sévère, il se trouve qu'on retrouve assez fréquemment ce phénomène. C'est d'ailleurs publié à plusieurs reprises dans la littérature, ici dans cette publication, et encore aussi ici, dans cette autre publication. Vous voyez dans cette figure la persistance de la positivité de la PCR jusqu'à plus de 50 jours après l'infection. Alors que le patient ait une immunité déréglée par le Covid et l'insuffisance rénale qui explique le résultat, c'est tout à fait envisageable. Cependant, tous les patients qui présentent un Covid lent ne sont pas dans cette situation, et donc ça rend son cas assez difficile à extrapoler. Du coup, selon les articles de notre bon ami Patterson, il n'a pas vraiment découvert l'origine du Covid long. Il a mis en évidence des éléments de preuve dont la robustesse sont vraiment très pauvres et uniquement rapportés dans un seul journal aux pratiques éditoriales fluctuantes. Alors est-ce qu'on a autre chose à se mettre sous la dent concernant les résultats incroyables du docteur Patterson? Alex, parlons un peu des médicaments et de la voie du CCR5, CCL5 s'il te plaît. Ce qui ressort comme sentiment global quand on lit les études du Dr Patterson, c'est qu'il fait un véritable point d'honneur à parler de la voie cytokinique CCR5, CCL5. Chacune de ces études comporte la mention de la cytokine ou de son récepteur, et il propose à ses patients, ou devrais-je dire à ses cobayes, de prendre quasi systématiquement du Maraviroc. Pour ce qui est du rationnel du CCL5, on retrouve 2 études qu'il a signées concernant ce point. Elles ne concernent cependant que des patients ayant des infections Covid aiguës, et non des Covid longs. La première est une série de cas concernant 10 patients graves, dont une grande partie de patients immunodéprimés, ayant reçu en plus de leur traitement, en réanimation, un anticorps monoclonal anti-CCR5 appelé le leronlimab. On y reviendra en détail un peu plus tard. Dans cette étude, les auteurs font l'apologie du traitement par le leronlimab en disant que cela a pu participer à l'amélioration des patients. Mais dans cette série de cas, tout le monde a reçu le traitement, donc pas de groupe contrôle, donc pas de conclusion certaine sur l'efficacité réelle de ce traitement. La deuxième est une série de 4 cas, dont la pertinence est plus ou moins la même. Mais de façon plus intéressante, la société Cytodine, qui commercialise le leronlimab, a fait 2 essais cliniques de respectivement 86 et 394 patients pour évaluer cette thérapeutique dans le Covid. Or, le 17 mai 2021, la FDA alertait dans une lettre que ce traitement était inefficace contre le Covid, contrairement à des annonces ambiguës du laboratoire. Ce dernier a donc dû préciser dans une lettre que son traitement n'était pas efficace contre le Covid-19. Le laboratoire a tout de même testé le leronlimab chez 55 patients Covid long dans une étude randomisée qui s'est avérée négative. Sur le site Clinical Trials, qui recense tous les essais cliniques en cours, on retrouve 5 études concernant le leronlimab et le Covid. 2 études de phase 3 suspendues, l'étude des 55 patients négatives et les 2 études de phase 2 négatives, raison pour laquelle les 2 études de phase 3 sont suspendues. On a donc 3 études randomisées négatives concernant cette thérapeutique et cet axe cytokinique. Alors pourquoi vouloir absolument traiter les patients avec une molécule qui agit sur cet axe? Car même en cherchant bien, on ne retrouve pas de travaux reliant directement cet axe à la symptomatologie de Covid long. Le Dr Patterson nous dit simplement que CCL5 est augmenté chez ces patients. Mais CCL5 est un facteur libéré par les plaquettes dans les phénomènes de thrombose. Et on le sait maintenant, le Covid en est un vecteur important. Dans l'infection Covid aiguë, bloquer CCR5 aurait donc pu éviter des thromboses et donc potentiellement diminuer sa gravité. Ce n'est malheureusement pas le cas. Mais dans le Covid long, l'hypothèse des microthromboses persistantes n'est clairement pas l'hypothèse principale, et cela ne semble de toute façon pas marcher. En plus, bloquer CCR5 n'est pas forcément une bonne idée, car ce récepteur joue aussi un rôle dans les phénomènes de réparation vasculaire. Le Dr Patterson semble donner du Maraviroc, un autre inhibiteur CCR5, pour une grande partie de sa cohorte de patients. Mais alors, pourquoi donner du Maraviroc et sur quelle base? Le Maraviroc est un traitement utilisé pour traiter l'infection à VIH. Effectivement, le virus du sida utilise le récepteur CCR5 pour entrer dans les cellules et donc en les bloquant, on limite sa prolifération. Bloquer le récepteur CCR5, c'est aussi une hypothèse testée dans les maladies cardiovasculaires pour combattre l'encrassement des artères qu'on appelle l'athérosclérose. En effet,
Les cellules inflammatoires vont utiliser le récepteur CCR5 pour se coller au vaisseau et rentrer dans la paroi afin d'y provoquer une inflammation et in fine une plaque de cholestérol ou plaque d'athérome. Mais là encore, rien de formellement établi en termes d'efficacité. Par contre, sa toxicité est assez large. On retrouve des symptômes génériques comme les nausées, les diarrhées, mais aussi des choses plus ennuyeuses, comme l'augmentation du risque de tumeur du fait d'une action immunosuppressive, et l'augmentation du risque d'infection au virus de l'herpès, l'augmentation des sinusites et du risque de grippe. Mais alors, quelles sont les preuves concernant l'administration de Maraviroc dans le Covid long? Comme je vous l'indiquais plus haut, le rationnel de blocage CCR5 est faible après 3 études randomisées négatives avec le léronlimab. Mais cela n'arrête pas le Dr Patterson, qui se targue d'avoir soigné plus de 10 000 malades du Covid long avec son protocole. Et c'est là que l'écran de fumisterie s'épaissit. Premièrement, bien qu'il ait traité plus de 10 000 malades, on ne retrouve ni autorisation de la FDA, ni essais cliniques sur le sujet sur Clinical Trials. La seule preuve qu'avance le Dr Patterson, c'est encore une fois un préprint de, tenez-vous bien, 18 patients. Oui, 18 patients, alors qu'il en a traité plus de 10 000. Préprint évidemment sans groupe contrôle, qui se base sur des symptômes subjectifs avant-après, et des marqueurs biologiques dont la pertinence dans le Covid long n'est pas établie. Voilà en substance les arguments scientifiques du Dr Patterson. Un panel de cytokines génériques non validées dont la pertinence n'est pas établie. Un mélange de traitements tous plus inutiles les uns que les autres et dont la preuve d'efficacité est inconnue, voire carrément nulle pour les inhibiteurs CCR5. Mais c'est pas tout. Maintenant, faisons le point sur la partie business et les fréquentations de notre bon Dr Patterson. La société IncelDx a été pointée dans un récent documentaire de la NBC et dans divers articles de presse indiquant que la société promeut des traitements non éprouvés. De façon intéressante, on trouve que le Dr Patterson, via sa société, avait déjà scellé un accord avec MD Biosciences pour la commercialisation de son panel de cytokines en septembre 2020. Or, la publication sur ce sujet n'a été proposée en préprint qu'en décembre 2020 et publiée en février 2021. Étonnant du coup de voir que le Dr Patterson savait par avance que son panel allait donner des résultats probants qui permettraient sa commercialisation, à moins qu'il ait pensé à vendre son panel en sélectionnant et en arrangeant quelque peu les données scientifiques pour que ça fasse moins bullshit. On remarque aussi que le site Covid Long Haulers a été déposé en juin 2020, c'est-à-dire en amont de toute forme de publication de Patterson sur le sujet. Je crois qu'on a là la démonstration de ce que l'on appelle un business plan bien rodé, avec un science washing assez classique. Figure d'autorité médicale, science de mauvaise qualité et pathologie mal définie, un peu controversée avec des patients en détresse. On apprend aussi que le Dr Patterson a cherché à faire fusionner les deux entreprises, Cytodine qui commercialise le léronlimab et sa société IncelDx dont il détient 34% des parts. Depuis 2019, ce rapprochement était initialement pour un objectif de développer l'implantation en oncologie de la société Cytodine et pour la réalisation de tests concernant le fameux marqueur CCR5 dans le cancer. En février 2020, la société annonçait qu'elle allait aussi collaborer avec IncelDx dans le Covid. Mais rapidement, on se rend compte que le deal était foireux. Le Dr Patterson, via un groupe d'activistes présidé par un certain Paul Rosenbaum, cherchait à tirer un avantage personnel de l'acquisition d'IncelDx. Un groupe d'actionnaires a tiré la sonnette d'alarme, voyant que le duo Rosenbaum-Patterson n'était pas transparent sur les intentions. En effet, Rosenbaum détenait à la fois des actions chez Cytodine, mais il détient aussi des parts de IncelDx. Selon les différents rapports de justice concernant cette affaire, on remarque que Patterson cherchait à se faire de l'argent sur cette affaire. En effet, étant actionnaire principal d'IncelDx, le rachat de la société par Cytodine, pour la somme promise de 350 millions de dollars, lui aurait rapporté personnellement 115 millions. Et sa femme aurait touché quant à elle 8 millions de dollars. L'accord lui aurait permis d'acquérir du pouvoir dans la société Cytodine en voulant être nommé au conseil d'administration, mais aussi de promouvoir ses tests biologiques sans base scientifique solide. C'est même rappelé dans les documents de justice. C'est dommage pour le Dr Patterson, car effectivement, il est passé à côté d'une manne financière importante. Entrer au conseil d'administration de la société Cytodine lui aurait permis de pouvoir proposer la thérapeutique léronlimab au Covid long de sa clinique, tout en faisant du profit sur le panel de cytokines qu'il aurait vendu pour les tests de la société. Mais une fois l'acquisition compromise, il s'est mis à critiquer le léronlimab et à lui préférer le Maraviroc. Revenons à l'idée générale du Dr Patterson, qui souhaitait guérir le Lyme chronique, la fibromyalgie, le Covid long, bref, toutes les pathologies un peu difficiles à définir, avec sa méthode révolutionnaire. En businessman avisé, il a su tout de suite s'allier aux meilleurs acteurs sur le marché. Dans le cas du Lyme chronique,
il existe un réel scandale de santé publique avec ce qu'on appelle les Lyme Doctors. Ils se sont regroupés au sein de l'International Lyme and Associated Diseases Society, l'ILADS, connu pour faire intervenir de faux experts et émettre des recommandations mettant en danger la santé publique. Eh bien, le Dr Patterson se trouve être invité au congrès de l'ILADS 2022. Il n'hésite pas à intervenir à une conférence en présence de Richard Horowitz, ancien président de l'ILADS, lors d'une conférence organisée par un institut de médecine intégrative, concept qui intègre de nombreuses pseudosciences et pensées magiques dans le parcours de soins, provoquant de réels risques pour les patients. Ses liens avec la médecine intégrative sont multiples d'ailleurs. Il a également été invité à donner une présentation à la Foundation for Total Recovery, encore une structure liée à la médecine intégrative avec Gary Kaplan, fondateur du Kaplan Center for Integrative Medicine. My pleasure to introduce Dr. Patterson and turn the podium over to him. You're on. Thank you, Dr. Kaplan. Il s'exprime certes régulièrement au sujet du Lyme chronique. As we discussed in our paper, it's very much like Borrelia, which is the pathogen responsible for post-Lyme. So we think that our strategies that we've deployed for long COVID will apply for post-Lyme, fibromyalgia, chronic fatigue. Mais pas seulement. Dans cette même vidéo, il est fait référence à un traitement qu'il propose conjointement avec le FLCCC. This is FLCCC site where long haul protocol which I had led. In this protocol, Dr. Bruce Patterson's team has input as well. Et où il ne se cache pas de sa proximité avec le docteur Pierre Cory. So the hallmark of our treatment regimen now that we recommend is a CCR5 antagonist and statins. And of course, ivermectin we have found, as you've used extensively, and Dr. Cory as well, we find it to be very, very useful. Pierre Cory s'est présenté devant le Sénat avec le soutien de Jane Orient de l'AAPS, un groupe de pression politique américain pro-Trump visant à déréguler le système de santé aux États-Unis. Il a fait la promotion de l'ivermectine. The miraculous effectiveness of ivermectin. It basically obliterates transmission of this virus. If you take it, you will not get sick. Malgré les nombreuses fraudes scientifiques, les publications rétractées et le business qui s'est développé autour pour alimenter les caisses de groupes d'extrême droite aux États-Unis. Voilà en substance les arguments scientifiques, économiques et politiques du business du Dr Patterson. On sent bien qu'ici nous avons affaire à une personne qui cherche à se faire de l'argent sur le Covid long, mais aussi sur d'autres pathologies comme le Lyme chronique ou les maladies de type fibromyalgie ou fatigue chronique. Il jouit, comme beaucoup de ses prédécesseurs dans le sujet de la pseudoscience, d'un background scientifique solide, lui permettant d'utiliser son argument d'autorité, et il sait aussi utiliser le vernis scientifique pour attirer dans son arnaque un grand nombre de gens qui ne connaissent pas véritablement le sujet. Il va jouer sur l'urgence, le désespoir, se poser en chevalier servant, luttant pour aider des patients désespérés contre la doxa de la science protocolaire et rigoureuse. Ce qui est devenu un grand classique en médecine, j'en ai bien peur. Mais soyons clairs, sa démarche, elle est purement financière. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Quand on veut proposer un traitement, un test, un truc pour soigner, diagnostiquer ou pronostiquer une maladie, la bonne façon de faire, c'est d'abord de tester son hypothèse, de la valider solidement et enfin de la commercialiser. Ici, le Dr Patterson, il a d'abord commercialisé son test pour se faire de l'argent avec sa société et ensuite, éventuellement, il va lui donner une couleur scientifique en sélectionnant les données qui vont dans son sens. Ça ressemble plus à une démarche de marketing qui utilise de la mauvaise science pour se légitimer. C'est une forme de science washing qui est vraiment pas très ragoûtante. Il va utiliser les témoignages d'influenceurs ou de blogueurs en tout genre, comme celui de Madame Ventose. Il va construire sa réputation sur les réseaux sociaux et dans les médias qui sont peu regardants sur le fondement scientifique de ce qu'il avance. Nous sommes tout à fait conscients, Mathieu, Alex, Renaud et moi, que les problématiques des syndromes post-viraux et des maladies comme la fatigue chronique sont des vraies pathologies, avec des vrais symptômes et une vraie souffrance. Mais c'est bien parce que ces pathologies sont à la fois bien réelles, mais mal définies sur le plan scientifique, qu'elles sont une cible providentielle et privilégiée pour toutes les personnes qui veulent en profiter financièrement. Le Dr Patterson a un but précis, s'enrichir. Nous vous l'avons démontré dans cette vidéo. Comment un médecin qui prétend avoir soigné plus de 15 000 patients n'est pas capable de produire des études qui rassemblent plus de 200 patients? N'ont-ils pas tous eu le panel cytokinique? N'ont-ils pas tous eu le traitement révolutionnaire? Alors quelqu'un qui promeut un traitement et un test avant même de savoir s'il va être efficace ou pertinent, qui refuse de produire des résultats scientifiques permettant de répondre à ces questions et qui profite financièrement de la prise en charge, t'appelles ça comment toi, Alex? Ben, j'appelle ça un charlatan, quoi. Amen.
Pour finir, je pense que cette vidéo, ainsi que celle de Fantine sur le sujet, elles doivent être partagées le plus massivement possible pour que les gens soient bien conscients de l'arnaque que représente le Dr Patterson et le discours de Madame Ventose dans le traitement et la prise en charge du Covid long. Une version écrite de cette vidéo sera disponible sur le blog d'Alexander Samuel et tenue à disposition de chaque organe de presse voulant s'intéresser au sujet. Tout est dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo de Fantine sur le sujet. Vous aurez des informations complémentaires à celle-ci. Quant à moi, je n'ai plus qu'à remercier Mathieu et toi, Alex, de nous avoir aidés pour mener cette enquête. Et les gens peuvent te suivre sur les différents réseaux sociaux parce que tu participes quand même fréquemment à l'analyse et au debunk d'un certain nombre de sujets qui ont attrait de près ou de loin à la science. Merci à toi, Nance, de m'avoir invité sur cette vidéo. Et je dois dire, c'est vraiment bien de pouvoir se concerter et pas tous devoir faire des debunks dans notre coin et pouvoir regarder les publications ensemble pour être sûr de ce qu'on raconte aussi. Je trouve que c'est une bonne initiative qu'on a eue de travailler ensemble sur ces sujets-là. J'espère que ça se refera et que tu pourras le faire aussi avec d'autres personnes. Il y a énormément de monde qui essaye de débunker ce genre de choses. Et je pense qu'on devrait être amené à collaborer davantage sur ce type de projet. J'espère que cette information va servir aussi à éviter les gens de dépenser de l'argent inutilement, de se faire avoir, de se faire rouler dans la farine. Parce que finalement, durant la pandémie, il y a beaucoup de profiteurs qui viennent gagner beaucoup d'argent. Abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo. Keep on healing, keep on rocking.